La question du taux de change par rapport au dollar est effectivement une question centrale pour les difficultés que rencontre l'Europe, les difficultés qu'a rencontré l'industrie européenne dans tous les pays en dehors de l'Allemagne, et elles sont liées très étroitement à la hausse fantastique de l'euro par rapport au dollar. Donc il avait démarré à 0,9 dollars en 2000 et il était monté jusqu'à 1,6 en 2008. C'est considérable et ça a entraîné effectivement la désindustrialisation de l'Europe. Ça a été relativement indolore pour les Européens parce que en même temps, quand l'euro monte par rapport au dollar, ça veut dire que le pouvoir d'achat des Européens augmente. On peut se payer des iPads, des iPhones, etc. qu'on ne fabrique pas parce que ça ne coûte pas très cher quand c'est fabriqué dans la zone dollar. Donc c'est ce qui fait que ce mouvement a eu lieu et a été relativement indolore pendant longtemps, mais c'est lui qui est à l'origine de la désindustrialisation de quasiment toute l'Europe. Alors, est-ce qu'on pourrait aller aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire baisser l'euro? Il a baissé un peu dans la crise et c'est une bonne chose. Est-ce qu'on pourrait le faire baisser davantage? Il le faudrait sans doute. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus politique pour avoir une politique de change européenne. C'est tout à fait possible. Les instruments sont prévus dans les traités européens. C'est une responsabilité du Conseil européen partagée avec la Banque centrale. Mais c'est prévu dans les textes d'avoir une politique de change. Mais le problème, c'est que pour l'instant, les États ne se sont jamais mis d'accord sur un niveau de change qu'ils considéraient comme souhaitable. Notamment parce que l'Allemagne, parce qu'elle s'en sort pour l'instant avec un euro relativement cher en termes d'exportation, ne souhaite pas avoir un euro qui baisse. Le fait que l'euro baisse ne serait pas du tout indolore en effet. Ça voudrait dire que tout ce qu'on importe de l'extérieur de la zone euro coûterait plus cher, donc ce serait une perte de pouvoir d'achat pour les Européens par rapport, on parlait tout à l'heure des iPods, des iPads et des iPhones, etc. Ils coûteraient du coup plus cher. Mais surtout, ce qui coûterait plus cher, c'est notamment les importations de gaz et de pétrole, dont les prix, eux, sont toujours libellés en dollars. L'autre solution pourrait être effectivement de réussir notamment à acheter du pétrole et du gaz, non plus en dollars, mais en euros, ce qui supposerait notamment d'avoir une politique énergétique commune, c'est-à-dire de se mettre d'accord pour acheter en commun ce type de commodité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque pour l'instant c'est les règles de la concurrence qui prévalent et qui interdisent ce genre de comportement. Mais il faudrait effectivement faire ce genre de choses. Et l'autre solution, effectivement, vous l'avez évoqué, ce serait de réussir à restabiliser le système monétaire international, à avoir une politique de change coordonnée avec les Américains, avec les Chinois, et de discuter des évolutions de change et de les contrôler tous ensemble pour ne pas subir des chocs comme ceux qu'on a subis dans les années 2000. C'était interdit explicitement par les traités, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Mais je crois que c'est un problème qui est réellement plus compliqué, et pas simplement parce que c'est interdit par les traités, c'est réellement plus compliqué qu'aux États-Unis, au Japon ou au Royaume-Uni, parce qu'on n'a pas un trésor et une banque centrale, on a une banque centrale et 27 États et 27 finances publiques. Le problème, si vous voulez, c'est que même si on levait l'obstacle juridique du traité, si on disait que la BCE a le droit de financer les États, ça voudrait dire qu'on lui donne un pouvoir politique très important par rapport à la gestion de chacun de ces États. On ne pourrait pas exiger que la BCE finance les États de manière inconditionnelle. Sinon, dans ce cas-là, vous avez... les Allemands ont raison, vous donnez un très mauvais signal aux différents États si vous leur dites de toute façon, si vous avez un problème, vous n'avez qu'à aller voir la BCE. Le problème, c'est que la BCE n'a aucune légitimité pour faire ça, pour poser les conditions aux États. Donc il y a eu un épisode qui ressemblait à ça, donc c'est qu'à l'été 2011, quand la BCE a décidé d'acheter des titres de la dette publique italienne pour soulager l'Italie. Elle a dans le même temps envoyé une lettre à Berlusconi en lui disant « On va acheter la dette italienne pour te soulager, mais il faut que ton gouvernement fasse ci, ça, ça et ça ». Ça a suscité un tollé
politique de manière tout à fait compréhensible. La BCE n'a pas de légitimité pour faire ça, mais le problème c'est qu'elle ne peut le faire, elle ne peut aider les États que si elle le fait. C'est un dilemme qu'on a levé à l'été dernier, quand, avec les mesures qui ont été prises, notamment à l'initiative de Mario Draghi. Donc on l'a levé sous l'angle de dire quand un État demande de l'aide au MES, au mécanisme européen de stabilité, à partir de ce moment-là, la BCE peut intervenir pour l'aider en rachetant des titres de dette sur les marchés. Donc là, je crois qu'on a résolu le problème que vous évoquez, et d'ailleurs, ça s'est traduit par le fait qu'on a observé, sans même que la BCE ait besoin d'intervenir, c'était ça qui était stupide dans l'affaire précédente, c'est que, en fait, si la BCE avait eu le droit de le faire, elle n'aurait probablement pas eu besoin de le faire, effectivement. C'est une véritable politique économique mise en place par une institution souveraine, alors elle n'achète pas des titres sur le marché primaire, donc quand les États s'endettent directement, c'est sur le marché secondaire, quand les titres sont déjà en circulation, mais sur le plan strictement économique, ça ne fait pas de différence sensible. C'est une intervention de la Banque centrale pour aider les États en difficulté.